c'est l'occasion d'abord d'un déferlement d'idées antisémites. Mais il y a une bonne nouvelle aussi dans l'affaire Dreyfus, c'est que à partir de 1896-97, on va trouver le vrai coupable. Et le vrai coupable, c'est lui, c'est pas un juif d'ailleurs. Et donc il y a un certain nombre de gens qui vont essayer d'obtenir la révision du procès et de faire en sorte que Dreyfus soit libéré, parce qu'il est innocent. C'est pas possible qu'un innocent reste en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ces gens-là, on les appelle, au bout d'un moment, les Dreyfusards, ceux qui défendent Dreyfus. Vous connaissez, c'est sûr, l'article d'Émile Zola, J'accuse. Cet article, il est écrit parce que on a fait un procès pour juger ce type-là, qui est le vrai coupable, et l'armée, au lieu de le condamner, ce qui aurait été logique, alors qu'elle a des preuves pour lui, eh ben, elle décide de l'innocenter et de laisser Dreyfus en prison. C'est scandaleux. C'est tellement scandaleux que Zola, qui est un grand écrivain de l'époque, prend sa plume et, avec l'aide de certains de ses amis, Clémenceau, qui est à la tête de ce journal, eh bien, il publie le fameux article J'accuse. Alors il balance, il dit, en gros, il accuse tout le monde, le président de la République, les ministres, les officiers. Voilà. Il fait une attaque en règle, et il sait qu'en faisant ça, il va avoir un procès contre lui, un procès en diffamation. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il ment. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, il pourra défendre, il pourra prouver qu'il dit vrai devant la justice. Donc c'est une stratégie. Alors, ça fait encore plus bondir de rage des antisémites. Ça provoque d'ailleurs des débordements. Vous voyez ici une manifestation où on brûle un mannequin à l'effigie de Mathieu Dreyfus, qui est le frère d'Alfred Dreyfus, qui prend sa défense. Mais n'empêche que même s'il y a des manifestations violentes, même s'il y a des gens qui s'agitent, etc., même si la presse est extrêmement dure, il n'y a pas d'agression physique, il n'y a pas de gens qui sont maltraités, qui sont blessés ou qui sont tués pendant toute l'affaire Dreyfus. Alors que, je vous l'ai dit, en Ukraine ou dans l'Empire russe, il y a des gens qui sont tués tous les 2 mois, il y a un pogrom. Non, la France, c'est pas ça. La France, c'est quand même un pays, la République française, c'est quand même un pays où les gens ont des droits et ils sont protégés par l'État, même s'ils sont juifs. Voilà. Donc voilà, on peut aussi voir ça comme ça. L'affaire Dreyfus, c'est aussi le révélateur de ça. Alors bon, il y a 2 camps qui s'affrontent, vous connaissez peut-être l'histoire. C'est là aussi qu'est créée la Ligue des droits de l'homme. On en parlera après, j'en dis pas trop, pas plus, je pense qu'on parlera de ça, parce que Victor Vache, il a fait partie de ceux qui ont été les fondateurs de la Ligue des droits de l'homme. C'est juste après l'article de Zola, juste après, janvier 98. Donc ça correspond tout à fait à cette période. Finalement, Dreyfus, après de longs rebondissements, en 1906, il est innocenté. Il est innocenté, c'est-à-dire que d'abord il a été gracié, et puis le jugement, sa condamnation est cassée. Il retrouve même son grade d'officier dans l'armée française en 1906. On peut dire donc que les défenseurs de Dreyfus ont gagné. Ils ont réussi à faire triompher la vérité contre la raison d'État. Zola meurt en 1902, mais par exemple en 1908, Zola entre au Panthéon. Vous savez, le Panthéon, c'est là où on fait entrer les plus grands hommes, ceux que la République veut honorer. Donc c'est aussi une preuve, ça, si Zola entre au Panthéon. Alors évidemment, c'est parce que c'est un très grand écrivain, mais le rôle qu'il a pu jouer dans la défense de Dreyfus a certainement compté. Et, ça montre bien que ceux qui l'ont soutenu ont triomphé. Bon, pour autant, les idées antisémites existent toujours. Et d'ailleurs, l'affaire Dreyfus a servi à constituer un camp, des partis politiques autour du nationalisme et de l'antisémitisme. Et l'Action française, par exemple, c'est un mouvement et un journal qui est créé pendant l'affaire Dreyfus, qui va exister jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est un journal très antisémite. Et eux, ils continuent à dire que Dreyfus est coupable. Jamais ils vont admettre que Dreyfus est innocent. Jamais, c'est pas possible. C'est faux, c'est un complot, c'est un mensonge. Et donc ça, c'est un journal de 1909. Qu'est-ce qu'ils font en 1909? Ils organisent une manifestation sous les fenêtres de l'appartement de Dreyfus. Ce pauvre type qui a passé 10 ans, plusieurs années au bagne en Guyane, il a été déclaré innocent, mais il continue
à s'en prendre à lui. Voilà. Donc, l'antisémitisme, il reste légal. C'est considéré à l'époque comme une opinion. On pense ce qu'on veut, quoi. Voilà. On a le droit de ne pas aimer les juifs. Non. Parce que l'antisémitisme, c'est pas qu'une opinion. L'antisémitisme, c'est aussi des actes. C'est aussi des persécutions contre les juifs. Et c'est pas une opinion parce que c'est un discours, voilà, contre un certain nombre de personnes. Donc il y a par exemple à Paris une librairie qui s'appelle la librairie antisémite, qui diffuse des ouvrages contre les juifs. Alors après, il y a la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, elle va quand même un peu unir les Français. Finalement, je pense qu'ils disent tout le monde déteste quand même beaucoup plus les Allemands que les Juifs. Hein. On n'est pas obligé de s'en réjouir, mais le fait est que l'antisémitisme est un peu mis de côté à ce moment-là. Bon, là, je passe un peu. Après, il y a la révolution russe, etc. Le moment où l'antisémitisme revient en flèche, c'est les années 30. Vous savez, dans les années 30, il y a la crise économique, hein, crise de 29 aux États-Unis. Cette crise, elle va toucher très durement l'Europe. Il y a du chômage un peu partout. Et ça, malheureusement, ça va affaiblir les démocraties. Ça affaiblit les démocraties et les antisémites vont profiter de cette situation pour de nouveau amener leur discours. Il y a beaucoup de discours aussi contre les étrangers. C'est une manifestation à Paris. C'est les étudiants en médecine qui veulent interdire aux étrangers de se présenter au concours de médecine. Parce qu'ils voudraient bien qu'on leur réserve des places, tiens. Voilà. Donc, ils disent contre l'invasion de l'État, faites grève, donc c'est une grève des étudiants contre les étrangers. Voilà l'ambiance, 1935. Bon, l'ambiance aussi, malheureusement, c'est ce qui se passe en Allemagne, parce que c'est juste à côté de chez nous. En 1933, les nazis arrivent au pouvoir avec le contexte de la crise économique. Et là, la situation des juifs allemands se dégrade très rapidement. La violence, l'exclusion, là, c'est à droite, c'est une image du pogrom de la nuit de cristal, la grande synagogue de Berlin qui a été entièrement saccagée, incendiée. Il y a des milliers de juifs allemands qui cherchent à partir, mais personne ne veut les accueillir. Personne. D'accord ? Donc pour les juifs en Europe, ça devient très compliqué. En France, ils sont encore protégés jusqu'à quand ? En France aussi, le climat se dégrade. Les partis d'extrême droite, qui sont ceux qu'on appelle les ligues, manifestent contre la République. Ils aimeraient bien renverser la République, faire comme les fascistes en Italie, comme les nazis en Allemagne, prendre le pouvoir. Il y a des morts aussi, il y a des émeutes, il y a des manifestations. Et finalement, en 1936, il y a des élections. Et là, c'est le Front populaire. J'ai entendu parler du Front populaire aussi. Les troisièmes, c'est aussi le programme, ça, non ? Non, vous n'avez pas fait peut-être encore. Donc le Front populaire, j'ai presque fini, rassurez-vous, c'est une alliance entre plusieurs partis politiques de gauche, notamment les communistes, les socialistes et le parti radical. Et donc ils arrivent au pouvoir en 1936, ils remportent les élections. Et donc quand c'est comme ça, on va désigner celui qu'on appelle le président du Conseil, c'est comme le Premier ministre. Et le président du Conseil qui est choisi à ce moment-là, c'est lui. C'est Léon Blum. Léon Blum, c'est le chef du parti socialiste, la SFIO. Il a été un défenseur de Dreyfus. Il était proche de Jean Jaurès, qui est un des défenseurs de Dreyfus aussi. Et il est juif. Alors, du coup, les antisémites vont se déchaîner contre lui. Et ils vont dire que, finalement, le gouvernement du Front populaire, ce serait le gouvernement des juifs. Hein, avec ce genre d'affiche-là, où ils expliquent qu'en gros, les juifs sont partout, hein, ils font une liste. On en est, vous voyez, on va placarder, on va faire des listes de noms. Ah oui, parce qu'en même temps, comment on sait qui est juif et qui n'est pas juif? C'est pas écrit sur leur tête. Hein. Donc on va dénoncer les gens. C'est horrible, on fait des listes, on dit ah mais lui il est juif. Ah. Et puis évidemment, la liste elle est complètement pivotée là. Hein. Donc en rouge ce serait les juifs et dans les autres couleurs ce serait les non-juifs. Ah oui, si vous mettez que les juifs, forcément, on a l'impression qu'il n'y a que des juifs pas. Hein. Alors que c'est pas du tout honnête en fait, pas du tout réaliste. Pour finir, il y a aussi des écrivains antisémites. Et certains qui sont très bons écrivains, d'ailleurs, par ailleurs, qui ont eu un grand succès de plume. Lui, c'est Louis Ferdinand Céline, peut-être que vous avez entendu parler de lui. Un écrivain qui a été très populaire dans les années 20 et 30. Et
et il commence à publier des ouvrages extrêmement violents et extrêmement durs contre les juifs. Bon, j'arrive à la conclusion, ça y est. Alors la conclusion, malheureusement, c'est le régime de Vichy. En 1940, la République s'effondre avec la défaite contre l'Allemagne. Et très vite, ce nouveau régime, le gouvernement de Pétain, il va prendre des mesures contre les juifs. C'est pas des Allemands, hein. Non, non. C'est une initiative du gouvernement français, ces mesures contre les juifs. Statut des juifs, interdiction de certains métiers, mention du mot juif sur la carte d'identité, plus tard bord de l'étoile jaune avec le mot juif sur les vêtements pour distinguer les juifs des autres. Ah oui, parce qu'on a beau dire qu'on peut reconnaître les juifs, etc. Non, il faut leur mettre un étiquette pour les reconnaître. Et puis, même, on s'en prend parfois. Là, c'est une synagogue à Paris qui est dégradée. Et bon, malheureusement, la conséquence ultime de l'antisémitisme, vous la connaissez, c'est le génocide des Juifs, c'est la déportation des Juifs depuis la France. Il y en a qui disent que le gouvernement de Vichy a protégé les Juifs en France. Ça, c'est la carte des près de 12 000 enfants qui ont été déportés. Et tous les petits points, c'est les lieux depuis lesquels ils ont été arrêtés et déportés ensuite. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne suis pas sûr que Vichy est protégé quand on voit ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention.